Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes de retour avec Rémi Albert, cofondateur de la société Flyair, pour parler ensemble de la surveillance côtière et de l'application des drones à cet exercice régalien. Voilà, mais c'est quelque chose, j'imagine, qui est suivi de près par les autorités. À La Réunion, on a un vaste océan à surveiller. Absolument, bonjour et merci. À La Réunion et dans la zone océan Indien, la COI, il y a effectivement des zones de pêche, des zones de trafic humain, vous le savez aussi bien que moi, qui nécessitent une surveillance. Et donc le sujet est d'actualité, tout à fait. Alors ça fonctionne comment concrètement ? Alors, les challenges, je reviendrai là-dessus dans l'une de mes planches, mais les challenges de la surveillance côtière et maritime sont d'une part d'avoir une présence continue sur place, parce qu'il faut être capable de surveiller la zone quasiment 24 heures sur 24, okay, et d'être capable de se déployer dans des endroits, et on le sait bien dans la région, qui ne sont pas particulièrement hospitaliers. Donc tout ça, le but de ma présentation est d'expliquer pourquoi les drones répondent à ce besoin et pourquoi La Réunion est très bien placée pour le faire. Donc, mais on vous écoute, on est tout oui. Très bien, je vous remercie et n'hésitez pas, donc je crois que vous avez accès à des questions, donc n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire. Absolument, si les internautes d'ailleurs veulent poser des questions, c'est l'onglet jaune-orange sur leur écran. Voilà, donc je suis cofondateur de la société Flyair, qui est basée à Saint-Paul, pour ceux qui connaissent, à l'île de La Réunion, sur la baie de Saint-Paul. Et ici, nous concevons, développons et fabriquons et commercialisons des drones à voilure fixe qui répondent, en tout cas dans leur design, et j'espère dans leurs opérations, aux besoins de surveillance côtière et maritime. Alors, qui sommes-nous exactement ? Nous sommes... Alors, attendez, voilà, je débute avec la zapette. Nous sommes une SAS française qui est enregistrée à Saint-Denis, qui est présente à Saint-Paul, sur le pôle aéronautique de Cambé. Pour ceux qui ont suivi les discussions de l'Aérotech, c'est là que Aérotech souhaite implémenter un centre d'excellence et d'essai de drones. Et bien sûr, étant implémenté là depuis 2013, nous sommes très actifs dans ce projet. La société a été créée par 4 ingénieurs aéronautiques avec un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine du design et de la fabrication et de la vente d'appareils aussi bien civils que militaires. À Cambé, nous faisons la conception, le développement, la qualification et la fabrication de drones, comme on préfère les appeler, nous, UAV, Unmanned Air Vehicles, ou UAS, Unmanned Air Systems. Ce que nous développons à Cambé est assez spécial parce que nous utilisons une formule d'aile qui s'appelle l'aile rhomboïdale, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais il faut que vous sachiez que Flyair, dans ce domaine, a une avance internationale quant à la maîtrise de cette formule aérodynamique. Nos installations à Cambé, je vais le faire assez rapidement. Nous sommes au bord de la piste de Cambé, ce qui fait que nous pouvons exécuter nos essais en vol de développement et de qualification à partir de notre bâtiment, c'est-à-dire juste devant la porte de notre hangar. Et il y a là une piste de 500 mètres en dur qui nous permet de faire des atterrissages si nous le souhaitons. Nous sommes entièrement équipés en moyens informatiques pour tout ce qui est design et en moyens techniques pour tout ce qui est fabrication, que ce soit du composite que du métal. On sous-traite beaucoup de métal, mais sinon on fait la plus grande partie à Cambé. Notre bâtiment est aussi un peu spécial puisqu'il est entièrement autonome en énergie. C'est ce qu'on appelle une usine verte, c'est-à-dire que nous avons assez de panneaux solaires sur le toit pour alimenter entièrement le bâtiment, même le four qui nous sert au composite. Nous sommes connectés à l'EDF, mais qui est pour nous le système de secours en énergie. Alors pourquoi La Réunion ? Pourquoi La Réunion ? On est loin de tout, a priori, à La Réunion, donc pourquoi s'installer ici ? Ça a été une décision dès le début, dès la création de société, de venir s'installer à La Réunion. Et pour ça, on s'est basé sur 3 aspects principaux qui sont l'aspect économique. Nous voulions, les créateurs de Flyair, ayant eu la plus grande partie de notre expérience professionnelle à l'étranger, dans des sociétés étrangères, dans le monde entier et sur des marchés internationaux, nous voulions nous rapprocher de la France, de l'excellence française, de la différence française, et nous voulions créer une société
française. Société française, mais pas n'importe où quand même. Quand on est un fabricant de drones, on veut être capable d'avoir des compétences, de trouver les compétences, et on veut, ça j'en parlerai un peu plus tard, être capable de faire voler nos drones. Donc la Réunion, parce que c'est la France, parce que c'est l'Europe, c'est une raison économique en fait. Plus que nationaliste, c'est une raison économique. La Réunion aussi, et je le sais bien, offre des ressources humaines jeunes et qualifiées. Il y a un vivier à La Réunion de jeunes qui ne demandent qu'à apprendre, qui ne demandent qu'à faire de l'innovation. Et il y a aussi un vivier de jeunes qui sont passionnés d'aéronautique. Et je crois que la tenue de ce salon et ce que fait Aérotech prouvent bien que l'intérêt est là. Le problème, c'est que ces jeunes, eh bien, une fois qu'ils ont terminé leur premier cycle d'études, sont obligés de s'expatrier pour avoir une formation aéronautique. Et on retrouve beaucoup de jeunes réunionnais qui ont des formations d'ingénieurs ou de techniciens en aéronautique, mais qui ne trouvent pas de travail à La Réunion et qui ne demandent, comme tout réunionnais, qui ne demandent qu'une chose, c'est de revenir sur l'île. Donc nous, on a identifié ce vivier et donc on veut en bénéficier et offrir des ressources sur l'île, et c'est toujours dans le cadre d'Aérotech aussi, et de l'aéroformation, les forums, qu'on fait ça. Les raisons pratiques, je reviens un peu là-dessus. Le gros problème des fabricants de drones, en métropole en particulier, c'est qu'ils n'ont pas d'espace pour voler. Pourquoi ? Parce que l'espace aérien est très saturé, quasiment. Parce que la régulation fait que quand on développe, et même en exploitation, on n'a pas le droit de survoler des zones peuplées. Et parce que les conditions météorologiques aussi font qu'on ne peut pas voler toute l'année. Alors à La Réunion, surtout quand on est basé à Cambé, on a jusqu'au pôle sud pour voler si on veut faire la grande élongation. Mais on peut aussi voler tout près et sur des zones non peuplées. On a des conditions météorologiques qui nous permettent de voler toute l'année. Et on a un espace aérien qui est loin d'être saturé. Et donc, dans notre cas en particulier, on a des accords avec la DSAC OI, DGAC OI, l'aviation civile, la sécurité de l'aviation civile, avec un protocole d'utilisation de l'espace aérien, donc une ségrégation de l'espace aérien, qui a été signé avec tous les utilisateurs de l'espace aérien, et en particulier de la base de Cambé. Ça fait 5 ans qu'on vole comme ça. On est un peu, je crois, on sert un peu d'expérimentation pour la DGAC. Il n'y a jamais eu aucun incident. Bien sûr, on ne vole qu'avec les autorisations de la DGAC et donc maintenant de l'EASA. Et puis les aspects stratégiques de l'implantation à La Réunion, c'est un espace européen au carrefour de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie. Et pour une société commerciale qui fabrique des drones, il est important pour nous d'avoir accès à ces marchés-là. Notre expérience professionnelle, les fondateurs de FlyAir, a été en Afrique subsaharienne et aussi en Asie, Asie du Sud-Est, tout l'Indo-Pacifique. Donc nous avons bien identifié un besoin de ces pays-là pour faire du business. Il y a aussi l'aspect Europe qui fait que les systèmes que nous vendons ont une qualification EASA, ont une qualification européenne et répondent à des standards européens. Et puis par ailleurs, comme nous en parlions au début de cette discussion, il y a un besoin régional de surveillance côtière et maritime, pour donc, tous les points que nous avons évoqués précédemment, et qui font qu'un fabricant local peut fournir des systèmes, mais aussi fournir un service avec des opérateurs sur la base d'avions qui sont développés dans la région. Donc vous imaginez bien la réduction des coûts en ce qui concerne les transports, la maintenance, les réparations, et c'est un aspect commercial qui est important. Voilà pourquoi nous sommes à La Réunion. Quelles sont nos compétences ? Je crois que je peux les mentionner. Nous, on part du design et on va jusqu'à la qualification et à la fabrication en petite série. Quand on arrive aux grandes séries, on préfère sous-contracter. Et on fait tous les dossiers de calcul, on fait les essais en vol, la qualification ici. On fait tout avec la DGAC. Jusqu'à présent, on était sur une base d'autorisation de vol, de laisser-passer pour les vols prototypes et ce genre de choses. On est en train de, je pense, obtenir très, très bientôt la qualification d'exploitation, l'autorisation d'exploitation de l'EASA, suivant les nouvelles procédures qui sont mises en place dans des catégories bien spécifiques qui vont jusqu'au Beyond Vision Line of Sight. Les dossiers sont déposés, on a déjà eu plusieurs itérations, on attend la réponse.
Je dois dire aussi qu'on a fait un effort très important pour obtenir un certain nombre de certifications qui sont l'ISO 9001, c'est assez classique, mais surtout l'EN 9100 qui est une certification internationale, EN en Europe, AS aux États-Unis, GISQ au Japon, 9100, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une certification aéronautique spatiale et de défense qui est d'un niveau très élevé. En fait, ISO 9001 vient, quand vous avez le N 9100, vous avez automatiquement ISO 9001. On a obtenu tout ça après un an de travail. Ça fait 3 ans, c'est renouvelé tous les ans. On en est à notre 3e renouvellement sans aucune major discrepancy, comme on dit. Et l'AFNOR nous indiquait que nous étions le premier en France et un des premiers en Europe, petit fabricant de drones privés à obtenir cette certification. Donc, nous avons breveté un certain nombre de nos inventions. Aussi, je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais on a des brevets internationaux sur l'usage de la voilure rhomboïde. Le challenge de la surveillance côtière maritime, je l'ai évoqué un peu plus tôt, lorsque vous m'avez donné la parole. Je pense que je peux rappeler les 2 points importants. C'est ce qu'on appelle l'ISR, c'est-à-dire détecter des phénomènes anormaux, des bateaux souvent, ce qui concerne la surveillance maritime, les identifier et envoyer ces informations à un centre de contrôle. Le drone n'est pas capable, et je ne sais pas si on souhaite qu'il le soit, de prendre des décisions. On peut, par l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'éduquer et lui donner un certain savoir-faire à discriminer entre des choses intéressantes, des choses pas intéressantes, mais de toute façon, nous, on travaille avec des liens vers une station de contrôle. Donc, patrouiller, surveiller, détecter, identifier et en tout cas envoyer les informations, qui sont souvent des images vidéo aujourd'hui, au centre de contrôle, à terre ou à bord d'un navire, pour qu'eux puissent décider des éventuelles actions à engager, et puis que ce centre de contrôle les mette en œuvre, et le drone restant au-dessus de la cible, on appelle ça la cible, pour voir que tout se passe suivant le plan, et peut-être dans certains cas, évaluer quel est le résultat des actions qui ont été prises en compte. Ce qui veut dire que ces drones, pour des zones comme celles qu'on a autour de la Réunion, que ce soit des zones de pêche ou des zones, disons, la zone d'intérêt économique, pour en parler plus globalement, on doit avoir une présence de drones en permanence. On doit avoir une présence de surveillance aérienne en permanence. Et on comprend bien que si on met en place des appareils avec des pilotes à bord, il va falloir qu'ils reviennent régulièrement au sol, refaire le plein, oui, comme tout avion, mais aussi changer les pilotes qui se reposent et tout ça. Donc tout ça, c'est pas pratique, il y a un coût important, et c'est là que la solution drone est optimale pour ce genre de mission. Un drone, on l'envoie, tant qu'il peut rester en l'air, personne ne se fatigue, l'opérateur est devant son écran avec une tasse de café, et tant qu'il n'y a pas d'alarme envoyée par le drone, il regarde ce qui se passe. Okay. Donc le système drone permet d'assurer, il doit pouvoir l'assurer, permet d'assurer une présence aérienne quasiment permanente. Il doit avoir des autonomies de vol et des rayons d'action compatibles avec l'étendue de la zone à surveiller. Vous verrez quand je parlerai de nos drones, on a une gamme qui permet de rester en l'air très très longtemps. Il doit avoir un temps réduit de mise en vol, de flexibilité pour répondre à la mission que je viens de décrire, qui est une mission de routine, qui est une mission de surveillance. On reste en l'air, on regarde si quelque chose se passe, et des demandes de réaction rapide, en coordination avec d'autres moyens de détection. Alors, je m'explique un peu, on a réalisé, ce n'est pas quelque chose qui nous est arrivé dès le début, on a réalisé que le challenge de la surveillance côtière et maritime, c'est aussi celui d'identifier un éco-radar qui a été détecté, alors vraiment en portée de radar, on peut parler selon les radars, mais on parle typiquement de 50-60 km, où on voit qu'il y a quelque chose, mais vraiment avec le radar, on ne sait pas ce que c'est. Alors là, il y a 2 moyens. Soit c'est un bateau, il essaye de se rapprocher de la cible, de la détection. Ça prend du temps, l'autre a le temps de partir, s'il est hostile ou s'il n'a rien à faire ici. Ou alors, on envoie une vedette rapide avec un équipage, donc il faut le déployer, ils partent et ils vont voir ce que c'est. Ou alors on envoie un hélicoptère avec du monde à bord, ça coûte cher, c'est lourd à mettre en œuvre. Donc la demande, elle a été aussi pour un drone qui peut être envoyé très rapidement, qui peut aller très rapidement sur la zone, voir ce que c'est. Si c'est rien, il revient, et puis voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Si c'est quelque chose, il doit être capable de rester au-dessus de la cible, la suivre, la traquer, comme on dit,
pour que d'autres opérations aient lieu, l'envoi d'un hélicoptère, d'un bateau, et ce que je disais un peu plus tôt, qui reste sur la zone et qui regarde ce qui se passe. L'idéal, et c'est ce que recherchent beaucoup de marines dans le monde, c'est d'être capable de mettre ces drones sur des navires. C'est-à-dire un navire en navigation qui, à partir de son radar, détecte quelque chose ou veut surveiller une zone globalement autour du navire, qui veut envoyer un drone à partir du navire. Ça, c'est relativement simple. Le problème, c'est de le récupérer sur le navire. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ce que font la plupart des marines, c'est qu'ils utilisent des hélicoptères ou des quadcoptères qui ont la capacité de VTOL, mais qui, par contre, n'ont pas des vitesses de vol en translation qui sont importantes, qui ont des autonomies réduites en général, et qui n'ont pas une capacité d'emport de caméras sophistiquées ou de systèmes radar très importante. Donc je crois que je m'adresse à un auditoire qui connaît le domaine. Il y a quelques systèmes qui émergent, en particulier un système qui est fabriqué par la société autrichienne Schiebel, que la marine française a acquis, quelques exemplaires, qui est un gros hélicoptère qui est conçu pour ce genre de mission, mais qui est extrêmement cher et qui ne peut pas être utilisé dans tous les cas, et avec les limitations dont je viens de parler. En ce qui concerne les avions en voilure fixe, pour répondre à ce genre de mission embarquée, il y a en fait très très peu de systèmes qui existent. Beaucoup sont en cours de développement, toujours parce que la récupération est très compliquée. Donc nous, alors il y a un système bien connu de Boeing qui fournit l'armée américaine, avec un système de récupération qui donne beaucoup d'efforts dans la voilure, parce qu'il vient accrocher un câble quand il rentre. Donc nous, avec notre voilure rhomboïdale, on a des capacités de vol qui ont fait qu'on pouvait développer des solutions originales, innovantes, et qui répondent donc aux challenges de la surveillance côtière et maritime. Je continue jusqu'à ce que vous m'interrompiez. Donc je pense qu'il est temps maintenant, puisque j'ai prononcé ce mot-là à plusieurs reprises, de dire qu'est-ce que c'est qu'une aile rhomboïdale. Alors vous le voyez, c'est une aile qui fait partie de la famille des ailes fermées. Alors il y a les ailes annulaires qui sont bien connues, il y a certains biplans qui se rejoignent au bout, qui sont des ailes un peu carrées, qui font partie. L'aile rhomboïdale ou l'aile diamant, c'est une aile supérieure. Vue du dessus, c'est un losange, je dirais. Et la caractéristique par rapport à un biplan, c'est qu'il y a une aile avant basse et une aile arrière haute, et que la jonction des deux ailes, il n'y a pas d'espace dans la jonction des deux ailes, ce qui est un élément très très difficile à maîtriser. L'avantage de cette aile rhomboïdale, c'est qu'elle est, alors je vais le faire court, c'est-à-dire que pour une envergure donnée de l'aile rhomboïdale, si vous imaginez que vous déployez l'aile supérieure et vous la mettez dans le prolongement de l'aile inférieure, donc supérieure en haut, inférieure en bas, vous obtenez une aile de grand allongement et vous obtenez les performances basse vitesse d'un avion d'un tel allongement. Ce qui veut dire que l'aile telle que vous la voyez à gauche, là ou à droite, je ne sais pas comment vous regardez, sans la déployer, elle a les mêmes performances basse vitesse que l'aile qui serait déployée. Maintenant, si vous reprenez cette même aile et que vous imaginez que vous comblez le vide entre les deux, vous obtenez l'équivalent d'une aile delta. Donc une aile delta qui est particulièrement performante pour les hautes vitesses. Donc cet avion, le même que vous voyez ici, sans remplir le vide, a des performances équivalentes à une aile delta qui aurait, disons, une surface à l'air équivalente si on remplissait. Donc ce qui veut dire que l'aile rhomboïdale, en fait, elle a des basses vitesses, des performances équivalentes à celles d'une aile cantilever, de grand allongement, et des performances haute vitesse équivalentes à celle d'une aile delta. Donc l'importance et l'avantage de cette aile, c'est la modularité, c'est sa polyvalence en fait. Exactement, parce que cette capacité de haute et basse vitesse, elle peut être utilisée en particulier pour des missions de surveillance maritime où on a besoin d'aller vite sur une zone, de patrouiller assez lentement, de revenir, et pour apponter ou pour se poser sur un bateau, il faut être à très basse vitesse pour minimiser bien évidemment l'énergie à absorber. Donc, ça se comble ce trou ou ça reste la forme est fixe Si vous étiez présent, là je m'adresse à l'auditoire, nous en avons un modèle très bien. Ici. Oui, tout à fait. Non, ça ne se comble pas, c'est un losange. On appelle ça l'aile diamant aussi. D'accord. Okay. Donc c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est une envergure réduite pour des déploiements en zone inhospitalière sur des bateaux
On ne veut pas des avions très réduits. Le troisième avantage, et ça, on l'a découvert dans la modélisation, mais on l'a confirmé pendant nos essais en vol, c'est la grande manœuvrabilité, stabilité et manœuvrabilité en atmosphère turbulente. Ça, c'est très intéressant pour les missions maritimes. Si on veut faire de la basse altitude au-dessus de la mer, ça bouge. Il n'y a pas d'atmosphère calme là, sauf si on vole sur un lac, mais ce n'est pas l'idée. Et si on veut faire des approches pour rejoindre le pont d'un navire, on est obligé d'être bas, dans une atmosphère turbulente, et cette aile permet de le faire. On imagine bien qu'une aile delta pourrait faire, mais avec une grande vitesse. On imagine moins bien qu'une aile de grand allongement puisse le faire, et si vous avez volé sur n'importe quel Boeing, vous savez qu'à l'atterrissage, quand même, il y a un certain mouvement. Je schématise, je fais du gros trait, mais c'est un peu ça. Et donc, à quelle altitude elle est faite pour voler ? Elle est faite pour voler à toutes les altitudes habituelles. Mais quand vous dites qu'il faut à basse altitude... Alors, si on veut se poser sur le pont d'un bateau, il faut être capable de voler à 10 mètres du sol, de la mer, en fait. Et là, il y a des turbulences. Mais la haute vitesse se fait à quelle altitude ? La haute vitesse peut se faire à n'importe quelle altitude. Il n'y a pas d'altitude optimale ? Non, il n'y a pas d'altitude optimale parce que tant qu'on reste dans ces couches de vol, il y a peut-être une optimisation de la propulsion, mais on reste à des altitudes où c'est pas en perdant des millibars qu'on va améliorer, pas sur ce genre de choses. D'accord. Okay. Donc, pour finir sur l'aile rhomboïde, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a développé ce concept de manière, au début de la société, une petite société avec, vous imaginez bien, un premier avion fait à la main et qu'on a fait voler dans des conditions difficiles. Et là, on a eu la chance d'attirer l'attention de l'ONERA, donc l'Office national d'études de recherche aérospatiale, qui a pu voir une vidéo du vol de notre appareil prototype, un peu bricolage, mais bon, ça marche comme ça, et qui a été très intéressé parce que nous étions les seuls à faire voler un appareil de ce type-là, et qui nous a donc proposé avec nous de regarder et confirmer pourquoi ça vole. Et donc, on leur a envoyé un peu tous nos dessins. Ils ont mouliné ça dans leur supercomputer. Ils nous ont dit dans 2 jours, vous aurez le résultat. Ça a pris 15 jours et ils sont revenus en disant oui, votre software de design, de modulation, il est valide, on confirme vos résultats. Et ils nous ont donc invités au Salon du Bourget en 2019 sur leur stand. Et en grande pompe, on a signé un accord de partenariat avec l'ONERA pour l'étude d'ailes rhomboïdes d'avions plus grands. Et donc, tous nos prototypes, tous nos designs sont aujourd'hui validés par l'ONERA. Alors, petite société réunionnaise qui a commencé comme ça en développant un avion. On a une certification EN 9100 et on a un partenaire aussi prestigieux et aussi compétent que l'ONERA, ce qui nous aide pour établir notre savoir-faire. Oui. Et alors peut-être que pour poursuivre justement sur les applications concrètes, depuis ce partenariat, vous en êtes où ? Parce qu'il ne reste que 4 minutes, donc il va falloir... Il ne reste que 4 minutes. Alors je vais aller vite, parce que je veux vous montrer une vidéo. Donc 4 minutes, on a un avion en haut à gauche, le 150, 1,50 m d'envergure, qui est en stade de production. Okay. On a un 240 au-dessous, 2,40 m d'envergure, avec une motorisation hybride, qui est en stade de prototype. Et on a des... je vais continuer. Alors là, il y a une vidéo qui va démarrer, mais je vais... Non, elle va pas... Tiens, la vidéo n'a pas démarré. Ah. Excusez-moi, je perds du temps. Donc le 150, il est déjà opérationnel. Il est déjà opérationnel. Ensuite, on a 2 designs qui sont le 400 et le 600, 4 mètres et 6 mètres d'envergure, qui sont la catégorie MAL, Medium Altitude Long Endurance, qui sont des projets, design fait sur papier, 4 mètres d'envergure, 6 mètres d'envergure, 200 kg au décollage, 1 tonne au décollage, avec des autonomies supérieures à 24 heures, supérieures à 48 heures. Donc là, vous avez la réponse... demande spécifique d'un avion à aile rhomboïde avec un moteur à réaction, jet, pour une application de drone cible pour les systèmes de guidage de missiles et les systèmes radars, à la demande d'un client étranger. D'accord. Donc là, vous avez répondu à la question de Laetitia qui vous demandait quelle était l'envergure, quelle était la taille de ces drones. Donc on a effectivement une taille qui varie selon les drones, 2,40 m, 4 mètres, 6 mètres. Écoutez, si vous allez sur notre site web, c'est R2 avec un chiffre et le chiffre, c'est l'envergure. D'accord. Et Laetitia nous demande également quelle sera la fréquence des vols. Alors ça, j'imagine que ça dépend des missions. Ça dépend complètement des missions. Mais par exemple, on a étudié certains cas d'usage pour des demandes régionales
où on identifie combien d'avions faut-il mettre en l'air pour couvrir une zone. On sait faire voler plusieurs avions en même temps. Et à quelle fréquence faut-il... ce qu'on veut, c'est sur une zone, s'il y a un bateau qui arrive même rapidement, qu'il y ait assez de passages pour qu'on puisse le détecter. On n'est pas obligé en permanence de surveiller le même endroit, mais il faut être sûr de passer assez souvent pour le détecter. En termes d'autonomie, ces véhicules Alors ça dépend du modèle, bien évidemment, mais si je vous prends le petit qui est en production, là, c'est un moteur électrique qui fait 12 kg au décollage, une petite caméra jour-nuit dans le nez. Il a 2 heures d'endurance. Okay, et après, la distance, ça dépend surtout de la liaison radio qu'on utilise, du C2Link, du lien radio qu'on utilise, de la puissance qu'on est autorisé à Mais grosso modo, le rayon d'action maximal nous, on vend 50 km. 50 km. Ce qui est déjà tout à fait honorable. 50 km, on sait transférer les datas, et puis avec 2 heures d'autonomie, allez, 115 km/h de speed, on sait faire cette mission, on a toutes les sécurités qui vont bien. Donc plutôt au départ d'un bateau. Alors nous, au départ de la côte, c'est sans problème, mais on travaille en ce moment sur le bateau, c'est-à-dire que, je vais revenir, je voudrais un peu insister là-dessus, donc je vais court-circuiter un peu les... On a développé un lanceur, on peut lancer nos avions avec tous les lanceurs, que ce soit à bungee, élastique ou à haute pression et tout ça. Nous, on a fait différent, parce qu'on est toujours différent. On a développé un lanceur à vide. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la haute pression et puis pousser l'avion, on fait le vide et on a un piston qui vient tirer et qui propulse l'avion. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune maintenance, c'est très contrôlable et puis surtout en cas d'incident, ça implose et ça n'explose pas. Et sur le pont d'un navire, c'est important cet aspect-là. Alors ce sur quoi je veux revenir, c'est le système de récupération automatique avec guidage final optique. Sur des expériences précédentes, je ne serai pas trop long, mais sur des expériences précédentes, on a eu des demandes de monter des systèmes de récupération pour des déploiements là où il n'y a pas de piste en particulier, c'est-à-dire qu'on puisse tirer d'un camion, lancer d'un camion et récupérer sur un camion. Donc on avait développé un filet dans lequel, c'est un avion plus gros qui faisait 5 mètres d'envergure, 150 kg, un drone, qui rentrait dans le filet, mais il était guidé laser, avec un système de guidage laser pour arriver dans le filet. On a repris cette solution dont on a fait le design nous-mêmes, en l'appliquant à une voilure à aile rhomboïde, c'est-à-dire avec une plus grande agilité, manœuvrabilité, donc un guidage qui permet d'être beaucoup plus précis, une envergure plus réduite et une vitesse de décrochage, c'est-à-dire une vitesse minimale de vol aussi beaucoup plus réduite, et surtout en s'affranchissant de tout lien entre le sol et l'avion. Et on a développé un système de guidage optique, je vais vous montrer comment ça marche, qui fait que l'avion, à peu près 3 km du filet, détecte le filet, parce qu'il y a je dirais des LED, mais ce ne sont pas des LED sur le filet, puis il y a un petit capteur un peu spécial sur l'avion qui détecte ça, qui calcule en permanence la position du centre de filet, à très haute fréquence, qui envoie ces informations au pilote automatique, qui lui, en permanence, corrige la trajectoire pour arriver. On a une précision centimétrique. Okay, sur un filet qui fait 2 fois l'envergure dans un filet de 3 mètres de large pour 2,50 m de haut. Et la beauté du système, c'est que si on perd le GPS, on sait s'opposer. Si on perd le lien C2 ou tout lien on a besoin, l'avion est entièrement autonome pour revenir et se poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, compte tenu des algorithmes qu'on a développés, c'est ma dernière planche, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo. Compte tenu des algorithmes, on voit que si le filet bouge, on sait quand même atteindre le filet. Et ça, sur un bateau, c'est très important parce que le pont d'un bateau, ça a du roulis, ça a du tangage, un peu de lacet. Donc nos algorithmes, et c'est ce qu'on est en train de prouver, montrent que pour une mer 3 à 4, on est toujours capable d'atteindre le filet. Donc ça, c'est unique aussi. Je dois dire qu'on est assez fiers de ça. Et là, je voudrais lancer la vidéo. Donc je vais demander à la régie, si je n'y arrive pas, c'est pas ça, c'est de cliquer sur le petit logo, là. C'est une vidéo, en fait. Un peu plus bas, à droite, là, voilà. Et ça lance une vidéo. Bon, je suis tout à fait désolé parce que c'est un peu le clou du spectacle. On peut la trouver sur votre site, peut-être ? Elle est sur le site et elle est sur notre channel YouTube. Mais c'est un vol en vraie grandeur avec une récupération
complètement autonome dans le filet. Mais écoutez, on va inviter les gens qui nous suivent sur Internet à aller consulter votre site. Merci beaucoup. C'est passé super, c'est passé très vite cette conférence. C'était, il faut le dire, assez passionnant de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en étant une société réunionnaise. Et en tout cas, félicitations pour cette innovation qu'on va suivre de très près. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci. Je vous précise que nous enchaînons dans moins de 5 minutes maintenant. Ça va être plutôt 2 à 3 minutes. Avec notre conférence sur la défiscalisation, une conférence qui n'a pas eu lieu tout à l'heure et que nous avons reprogrammée et qui va se tenir à 12h30 dans quelques instants.